Bienvenue à toutes et à tous. Alors avant de partir à l'exploration du donjon, je vais vous proposer quelques éléments historiques et techniques donc, sur cette place forte qui a toujours été convoitée. Autant par les Romains, les Francs, les Normands. Alors l'élément le plus ancien que nous possédons ici, c'est cette tour, donc, qui est du XIIe siècle. Et cette tour n'était qu'un élément de la forteresse de l'époque. Il faut imaginer avec des remparts, des fossés, d'autres éléments architecturaux, d'autres bâtiments fonctionnels. Cette tour a remplacé une autre tour qui, elle, était en bois. Et donc une forteresse qui était en bois au Xe siècle. Au Xe siècle, c'est Thibaut Ier, dit le tricheur, qui avait fait construire cette forteresse. Alors Thibaut Ier était comte de Blois et de Chartres, vicomte de Tours et Châteaudun, seigneur de Vierzon, Sancerre, Chinon, Saumur, Beaugency et Provins. Toute la région. Exactement. Donc un territoire très étendu. Et à l'époque, les forteresses, on ne les donnait pas. Il fallait bien sûr les conquérir et après les conserver. Alors, quelques 2 siècles plus tard, c'est un de ses descendants, c'est Thibaut V, lui qui fait remplacer la vieille forteresse en bois par une forteresse en pierre. Alors, entre-temps, on a eu les croisades. Et c'est une dynastie non seulement de guerriers, mais aussi de croisés. Alors, pourquoi j'évoque les croisades? C'est très important. Des croisades, on ramène des techniques de taille de pierre, on ramène des techniques de construction, on ramène des techniques pour fabriquer des mortiers très solides et étanches si le besoin s'en fait sentir. Au XVe siècle, la forteresse, et cette fois, est offerte. Elle est offerte à Jean d'Orléans, autrement appelé Jean Bâtard d'Orléans, Jean de Dunois, ou le comte de Dunois. Cette fois, elle est offerte. Elle est offerte par son frère, son demi-frère, Charles d'Orléans, qui lui est le duc d'Orléans. Parallèlement, le roi Charles VII lui offre également le duché de Longueville. Il lui offre également un morceau de la croix du Christ. Il le nomme grand chambellan de France, c'est-à-dire son plus proche conseiller. Il le nomme également lieutenant général des armées du roi. Alors, ça fait quand même beaucoup d'honneur pour un seul homme. Donc, ça mérite quelques explications. Pourquoi cet homme, qui finalement est peut-être très peu connu, un petit peu méconnu de l'histoire de France, pourquoi il a eu tant d'honneur? Alors pour ça, il faut remonter à la guerre de 100 ans. En 1415, la bataille d'Azincourt, qui est une débâcle totale pour la chevalerie française. Une grande partie est décimée, une autre partie des princes et des chevaliers qui ont une valeur financière est prise en otage par les Anglais de manière à pouvoir les revendre ultérieurement. Et un des chefs de guerre de cette bataille est Charles d'Orléans. Et lui, il est capturé lors de cette bataille. Il va rester très longtemps otage des Anglais. Du coup, Jean d'Orléans, qui n'est qu'adolescent, lui se voit être le seul à pouvoir représenter la maison d'Orléans. Ses 2 frères étant en prison. Donc il prend ses responsabilités, il va partir au combat, il va faire preuve de toutes les qualités nécessaires à un chevalier, bravoure, stratégie, vaillance, et si bien qu'il va être adoubé, il va être armé chevalier avant l'âge normal de cette époque. C'est-à-dire que c'est à cette époque, à 21 ans, on peut être adoubé chevalier. Lui va être adoubé un peu plus précocement, à l'âge de 19 ou 20 ans. Il va continuer à s'illustrer, si bien que c'est lui qui va recevoir Jeanne d'Arc lors du siège d'Orléans. D'ailleurs, on peut citer, alors rapidement, on peut rappeler les faits. À la suite de la levée du siège d'Orléans, Jeanne d'Arc est capturée par les Bourguignons, qui sont eux alliés des Anglais. Les Bourguignons vendent Jeanne d'Arc aux Anglais et s'ensuit le procès. Alors, Jeanne d'Arc, on peut dire qu'elle énonce une prophétie lors de son procès. Elle dit « Sur l'amour ou la haine que Dieu porte aux Anglais, je n'en sais rien.
En revanche, je suis convaincu qu'ils seront boutés hors de France, excepté ceux qui mourront sur cette terre. Eh bien, Jean d'Orléans va en partie réaliser cette prophétie. Bien sûr, il ne sera pas tout seul, mais il va participer à libérer Chartres, Paris, la Guyenne, c'est-à-dire l'équivalent de l'Aquitaine actuelle, la Normandie. Voilà pourquoi il a eu tant d'honneur à la suite. Ses contemporains l'ont nommé le bourreau des Anglais. Donc à son époque, c'est le libérateur du royaume de France. Donc pour revenir à notre donjon, donc bien sûr, oui, Charles d'Orléans lui offre ce domaine parce que effectivement, son demi-frère réussira aussi à le faire libérer. Il est resté 23 ans otage des Anglais. 33 ans pour son autre frère. D'où ce cadeau du domaine. Alors, Jean d'Orléans, lui, il va faire apposer, construire le toit du donjon. Et il a posé la fleur de lys, donc qui culmine à 80 mètres au-dessus du Loir, pour bien signifier son sang royal. Il va construire la Sainte-Chapelle pour y abriter le morceau de la croix du Christ que lui avait donné son cousin, le roi Charles VII. Il va construire également le corps de logis pour y loger sa cour, vu qu'il devient prince finalement. Jean d'Orléans, c'est l'homme qui devint prince, en quelque sorte. Donc pour y loger sa cour, sa famille et les gens qu'il reçoit. Ses descendants vont se charger de finir la construction, donc l'aile en retour d'équerre. Donc ses descendants, les ducs de Longueville, puis la lignée de Dunois s'éteint et le domaine échoua au duc de Luynes. Au cours de la Révolution, le duc de Luynes épouse les idées révolutionnaires et laisse le château à disposition des révolutionnaires. Si bien que la salle de justice, dans laquelle Dunois rend des justices, devient un tribunal révolutionnaire. Et beaucoup de pièces annexes aux cuisines princières deviennent des cachots. On va passer les autres périodes qui nous intéressent moins pour le donjon. On peut parler du début du XXe siècle, où le château est dans un état de délabrement extrêmement avancé. Autant dire qu'il est en ruine. Il est acheté par l'État en 1938. Alors, entre-temps, il avait souffert d'autres conflits et d'autres guerres, notamment la guerre franco-prussienne. En 1938, il est en ruine, il est acquis par l'État, sans meubles, et là commence une campagne de restauration exemplaire, qui dure 20 ans. L'architecte en chef de ces travaux, c'est Jean Trouvelot. Et il commence une restauration exceptionnelle. Alors, une restauration très technique. Effectivement, quand on fait une restauration, il y a de fait un choix. Alors, pour faire un lien avec l'actualité, un restaurateur bien connu, Viollet-le-Duc, disait « Restaurer, c'est rétablir à titre complet une réalité qui n'a peut-être jamais existé ». Du coup, on entrevoit la difficulté et le choix qu'il faut faire dans le cadre d'une restauration. Jean Trouvelot, lui, fait le choix de conserver tous les siècles. Il fait une restauration technique, mais dans le moindre détail, sans faire de choix et coup de génie, en laissant les témoignages du passé et tous les stigmates de tous les combats et toutes les guerres qu'a traversé le château. Par exemple, il ne touche pas aux enduits. Et ça va être très intéressant lors de notre visite du donjon. Alors, nous allons emprunter tout d'abord l'entrée du rez-de-chaussée, qui n'existait pas du tout à la construction du donjon, c'est-à-dire au XIIe siècle. L'entrée la plus basse du donjon se situait à 10 mètres de haut. Elle se situe actuellement au premier niveau de la Sainte-Chapelle. Et nous allons l'emprunter tout à l'heure. Alors, tout au long de la visite, je vous demanderai de faire attention, il y a quelques dénivelés, quelques marches. Donc attention à ne pas choir. Je vais récupérer les tickets juste après. Alors, allons-y.
Exactement. Justement, ça fait bien, ça me fait le lien, je vais en parler immédiatement. Ce trou qui a été pratiqué ultérieurement à la construction du donjon, elle nous permet d'apprécier l'épaisseur du mur à la base. Donc c'est 4 mètres d'épaisseur à la base du donjon. Bien sûr, la muraille s'affine quand on va monter, mais elle finit quand même à 2,50 mètres. Donc là, on est directement dans le moellon, ce qui peut nous permettre d'affirmer que le trou a été pratiqué ultérieurement à la construction du donjon. Bien sûr, pour des raisons de défense. En revanche, donc là, on peut apprécier la qualité de taille de 3 évents. Voilà, 3 évents qui aèrent très bien cette pièce. Et là, on est au XIIe siècle, ce qui fait que les outils sont tout à fait rudimentaires. Là, c'est une pointe, une massette, des instruments de mesure, donc c'est tout à fait rudimentaire. Mais on voit que ces pierres donc, ont résisté et ont été taillées avec soin. Alors, dans le même ordre d'idée, dans le même état d'esprit, on voit que là, il n'y a pas de jolie pierre taillée. Donc, le trou a été pratiqué ultérieurement, également, ultérieurement à la construction du donjon. Alors là, on a un superbe puits intérieur. Si bien que comme le trou a été pratiqué ultérieurement, c'est du niveau supérieur qu'on tirait l'eau. On peut observer également ce magnifique dôme. Voilà, qui participe de manière très active à la solidité de l'édifice. Alors déjà, la forme cylindrique, qui n'était pas légion au XIIe siècle, participe fortement à la solidité de l'édifice. Alors on avait des donjons à l'époque plutôt de forme carrée ou rectangulaire, mais qui démontraient des faiblesses au niveau des angles. C'est-à-dire que si on a une bonne artillerie et qu'on fait des tirs croisés sur les angles, on peut les arracher. Effectivement, 8 siècles, celui-ci a tenu depuis longtemps. Alors, on peut observer qu'il manque un petit peu de matière au centre. Alors, cette pièce donc n'avait pas d'entrée au rez-de-chaussée et son seul accès visible était celui-ci. C'est un conduit qu'on appelle un trou d'homme et c'est par ici qu'on accédait à cette pièce. Alors, on a un petit schéma. Ici, c'était Oui. Ils ont enfermé des personnes, en fait. Alors, a priori, pas au XIIe siècle. Mais c'est intéressant, votre question. Justement, c'est un petit peu ce qu'on va voir au cours de la visite. C'est qu'en 8 siècles, des éléments ont pu avoir, bien sûr, différentes fonctions. N'ont pas toujours eu la même fonction. Et on va essayer, justement, de ne pas se laisser abuser par les apparences. Alors, il y a pu y avoir des gens qui ont été enfermés ici, mais en tout cas, ce n'était pas la fonction première au XIIe siècle. En revanche, plus près de nous, ça a pu tout à fait servir de prison. Alors, pour notre accès, notre trou d'homme, alors une construction basique, hein, en bois, et puis un système de cordage. Alors, un système de cordage tout simplement avec des poulies ou des anneaux. Alors, on va voir qu'au XIIe siècle, il y avait beaucoup de connaissances, beaucoup de techniques. Et puis après, on fait un simple mouflage. Par exemple, on peut accrocher voilà, la charge, remonter dans un anneau, redescendre dans un anneau, remonter. Finalement, à la fin, d'une main, on peut soulever très facilement un poids de 100 kg. Donc ça, ce sont des techniques qui étaient tout à fait envisageables au XIIe siècle. Alors, selon vous, ce lieu qui n'avait qu'un accès par un conduit, pas d'accès au rez-de-chaussée, qui est bien aéré, bien frais, à quoi pouvait-il servir? Le frigo. Eh oui. Eh oui, exactement. Nous sommes dans le cellier. Donc à l'origine, au XIIe siècle, c'était le cellier. Alors on y conservait bien sûr les aliments, mais aussi les boissons. Pourquoi? Parce qu'on a beau avoir un magnifique puits, on sait qu'en temps de siège, que ce soit au Moyen-Âge ou même jusqu'au milieu du XXe siècle, l'eau n'est pas toujours consommable. Si on a une source très fiable, oui. En revanche, elle peut suivre des pollutions bactériologiques ou des empoisonnements volontaires.
Donc, stockage des aliments, mais aussi des boissons fermentées, qui elles sont beaucoup plus sûres. Le vin, le cidre, entre autres. Donc, on peut observer. L'eau Oui, qui est pénétrée est restée dedans, en fait. j'ai pas compris, je vous écoute. Vu l'ouverture. Donc, s'il y a de l'eau qui est rentrée, je dis. Alors là, c'était tout fermé. Là, c'est très difficile pour que l'eau rentre, parce que la conception des évents, Ouais. si on J'ai regarde pas vu bien, parce qu'il n'y avait pas de lumière. En fait, Alors, j'ai pas commencé. celui-ci est un petit peu bouché par les oiseaux. On va Ah, pouvoir... ok, je vois, il y a pas de... Non, ça peut Voilà. pas pénétrer en fait. L'eau ne peut pas Non. vraiment pénétrer, parce que c'est vraiment abrupt. Non, mais j'ai vu maintenant. C'est Et ça. l'ouverture est très très fine à l'extérieur. L'ouverture de l'extérieur, elle est plate comme ça, donc ça rentre pas. C'est ça. Ok. Il y a quelques gouttes qui peuvent tomber, mais elles seront absorbées donc par les pierres. Donc là, il n'y a pas de risque. C'est très très fin en plus l'ouverture. C'est ça qui permet en fait circuler l'air pour. Exactement. Des évents, donc une aération. Alors un dernier élément qu'on peut observer, c'est celui-ci. Alors, ça c'est intéressant, parce qu'on a vu qu'au XIIe siècle, on n'avait pas pratiqué de trous dans la muraille pour des raisons de sécurité, pour protéger la tour. Mais là, on voit bien qu'il y a une fragilisation de la muraille. Donc cet élément devait certainement avoir une fonction très importante. On peut observer qu'il y a un trou au fond. Et là, Vous êtes côté de la rivière. alors là, on est du côté, j'allais dire, où les ennemis vont attaquer. C'est ça qui est assez étonnant. Du côté abrupt. Du côté abrupt. En revanche, à l'extérieur, c'est toujours très intéressant de voir à l'extérieur aussi, on voit qu'il y avait certainement une muraille qui protégeait finalement cet accès, cet élément. Alors, est-ce qu'il y a des hypothèses pour ce lieu, pour cet élément? Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Des cailloux sur la tête des assaillants. Voilà, alors tout dépend ce qu'il y a en Vu dessous. que, non, par contre, la pierre taillée, ça fait que c'est comme si l'assise, en fait. Je plaisantais en fait. Mais en même temps, alors au XIIe siècle, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu besoin de latrine dans un cellier, automatiquement. Ouais. D'autant plus que l'accès étant un peu malaisé, il n'aurait pas fallu que ce soit urgent, quoi. Oui, oui. Non, non, juste pour dire que c'est des plaisanteries. Mais en réalité, si un jour ce niveau a servi de prison, pourquoi pas? Ah, peut-être. Pourquoi pas? Alors, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que là, les pierres sont bien taillées tout autour. Mais là, ces pierres, elles sont posées simplement. On voit que ce ne sont pas des pierres taillées. Et on voit des modifications. Ça a été fait après. Ouais, oui. C'est pour ça qu'en 800 ans, voilà, on va essayer de ne pas se laisser abuser au cours de la visite. On va voir que des éléments ont différentes fonctions. Alors, en réalité, si on passe une lampe à l'intérieur, on peut observer une magnifique salle. Une grande salle dont on n'aperçoit même pas les côtés, ni la profondeur. Ça fait environ 3, 4 ou 5 mètres de profondeur, avec de jolies pierres taillées sur les angles aussi. Donc voilà, on avait une autre fonction à l'origine. Ce qui est intéressant, c'est de voir que juste derrière, donc on a la muraille abrupte, et on a des archères, des meurtrières, jusqu'à environ 10-12 mètres sous nos pieds. Donc il y avait des fonctions défensives, des constructions qui avaient des fonctions purement défensives, donc au XIIe siècle. Donc après, voilà, on en est au stade des hypothèses, mais c'est intéressant. Ça pouvait être un moyen d'accès pour le reste de la forteresse, ça pouvait être un moyen d'accès donc pour les autres constructions défensives. En tout cas, voilà, comme différents éléments, en 8 siècles, on va pouvoir observer qu'il y a des fois des modifications de fonctions. Alors maintenant, à moins qu'il y ait des questions sur ce niveau. Là, vous voyez qu'en dessous, il y a 3 mètres, 4 mètres de vide. Ah, alors là, ce qui est intéressant, c'est que les fondations, elles sont très profondes pour un donjon. Là, ça n'a pas que 1 mètre de fondation. Ça peut aller très très bas. Alors, pour l'anecdote, au niveau de l'aile Longueville, il y a 6 niveaux de sous-sol connus. Et à partir du 5e niveau, donc déjà, on est taillé dans la roche. Donc il y a encore certainement d'autres niveaux. Et on sait que les forteresses, c'est toujours construit sur une ancienne forteresse, et avant toute chose, ce qui est intéressant, ce sont les sous-sols. Donc là, on pourra rester qu'au stade des hypothèses, mais il y a peut-être des choses sous nos pieds. Il y avait souvent, dans les donjons,
comme les fondations sont profondes, il y avait souvent des salles accessibles par une trappe, donc, qui ont pu être bouchées au 8 siècles, automatiquement. Donc là, on ne pourra rien affirmer. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que Thibaut V, qui a fait construire cette forteresse et ce donjon, en avait fait construire d'autres dans la région, d'autres forteresses et d'autres donjons. Donc aucun n'est dans cet état de conservation. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont été en ruine assez tôt. Donc leur étude est très intéressante. On peut voir des éléments qui, eux, n'ont pas été modifiés ultérieurement pour ces donjons. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'était la même école d'architecture qui les a construits. Donc peut-être que ça va nous servir au cours de notre exploration. Du coup, je vous invite maintenant à utiliser avec moi l'entrée, elle, originale, l'entrée d'origine, celle du XIIe siècle, donc celle qui se situe à 10 mètres de haut. Oui. Il y avait des... Ah oui, c'est tout à fait des hypothèses vraisemblables, des trous de boulins qui permettaient d'insérer des poutres. Donc, il pouvait y avoir deux niveaux. Il pouvait y avoir un niveau, bien sûr, une plateforme intermédiaire. Donc maintenant, on va accéder par l'entrée d'origine du donjon. Alors, il faudrait imaginer qu'à l'époque, comme je le disais en introduction, il y avait d'autres éléments architecturaux. Donc, une passerelle amovible qui menait donc à cette entrée. Amovible, pourquoi? Parce que comme ça, on pouvait l'escamoter de manière à laisser de l'espace entre l'ennemi, les assaillants et les défenseurs. Alors, on dit le donjon, c'est un petit peu usurpé. En fait, un donjon, c'est une tour, des fossés et des murailles, ce qu'on appelle une chemise. Donc, on devrait plus parler de tour, là, que de donjon. Le donjon, c'est l'ensemble de ces éléments. C'est magnifique. Donc là, on est au premier niveau de la Sainte-Chapelle de Jean d'Orléans, de Dunois. On est au-dessus. Eh oui, absolument. Alors on retrouve les symboles chrétiens, l'agneau, les anges. Une charpente en coque retournée, typique de la région. On pourra s'arrêter, en descendant, on pourra s'arrêter 2 minutes ici. Comme ça, on pourra observer la maquette. Ce sera intéressant. J'attends que tout le monde soit là. Du coup, donc cette Sainte-Chapelle 15e siècle, on a dit que le donjon était du 12e et l'entrée d'origine se situe ici, si bien qu'en quelques mètres, on va reculer de 3 siècles.
faut imaginer que c'était... Oh là là, ça sent le pigeon. Faut imaginer que c'était à ciel ouvert, vu qu'il n'y avait pas la Sainte-Chapelle, et une plateforme qui était donc escamotable. Voilà. On va vite avancer parce que on dirait qu'il y a des pigeons qui sont morts. Et ça pue. C'est par ici. Voilà. Alors là, voilà, on va laisser un petit peu arriver tout le monde. Voilà, si vous voulez bien vous mettre un petit peu sur le côté. Voilà. Donc là, on va tomber directement sur un élément qu'on a vu dans le cellier. Alors selon vous, qu'est-ce que ça peut être cet élément? Ah, c'est le puits. Ah, c'est le puits, exactement. Voilà. Alors le puits qui a été rebouché. Il a été rebouché, certainement il a été tari, et il a été rebouché. Alors on voit d'ailleurs la margelle encore, on voit un bassin, ici, un bassin avec une évacuation qui va directement sur l'extérieur. Donc c'est bien d'ici qu'on tirait l'eau, et le puits a été rebouché. Après, mais à l'origine... Bernard, est-ce que tu m'entends? À l'origine, certainement ici, voilà, qu'on tirait l'eau. On va continuer un petit peu à avancer. Alors, attention, il y a une marche. L'issue de secours, c'est par le puits ici. Exactement. C'est l'issue de secours officielle du donjon. C'est le puits. Alors, on va explorer ce couloir un peu étrange. Ah, on a trouvé un autre élément. C'est le passage. Ah oui. Ah oui, On c'est ça. Au fond là. Ça serait bien notre trou d'homme. Ouais. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de profondeur. Et voilà, c'est notre trou d'homme qu'on a retrouvé. Il faut pas être épais quand même. Ah bah, 66 cm de diamètre, normalement, on passe facilement. Hein. On passe facilement. On va peut-être voir d'autres éléments encore plus étroits. Alors là... Il y a un accès de niveau supérieur, c'est ça? Ah, bah merci du coup. Deuxième transition, parfait. Alors on voit que finalement le conduit, il continuait à ce niveau-là. Et Il oui. était bâti. Oui. Eh oui, on dirait que le conduit continuait Oui, ça se voit et qu'il a du été tracé. rebouché. Ouais. Eh oui, c'est marrant. Hein. Alors, en même temps, ça paraît un petit peu logique parce que on a parlé qu'il nous fallait une structure en bois pour pouvoir accrocher des cordes et un système pour descendre. Et ici, bah, finalement, on est dans un couloir très étroit. Ça n'aurait pas été facile de mettre notre élément comme ça en bois. Alors, finalement, ça devait être au niveau supérieur. Puis là, faut... C'est ça en fait, vous voyez, qu'il y a comme un cylindre en fait. Exactement. Lui, il était fermé. A priori, ça devait être fermé. Ça traversait juste... Exactement. Il fallait pas être claustrophobe pour passer là-dedans. Ah oui, bien sûr. Ce conduit. Alors, on va continuer. On va observer les éléments. Ah. Alors, à chaque fois, on observe qu'il y a des meurtrières, enfin plutôt des archères, qui ont été rebouchées pour la plupart en partie basse, hein, quand on n'avait plus leur fonction défensive. Oui. Donc voilà, un couloir étroit, typiquement, une ouverture très étroite. Voilà, donc on passe pas une arbalète, hein, là c'est plutôt des archères. D'ailleurs, les arbalètes étaient très peu usitées au XIe siècle, dans le rang des armées royales et de leurs alliés. C'était plutôt mal vu, l'arbalète. Alors l'arbalète, il faut dire que c'est une arme beaucoup plus facile que l'arc. Il suffit d'avoir deux bons bras, un œil directeur, et un simple débutant, un simple paysan peut transpercer l'armure d'un chevalier, ou d'un noble, ou d'un prince. Alors ça, c'était pas trop bien vu. Richard Cœur de Lion utilisait des arbalètes dans ses armées, et d'ailleurs, il est mort d'un trait d'arbalète mal soigné. Alors, on peut observer aussi qu'il y a pas mal de graffitis sur les murs. Alors, voilà, mais c'est d'époque, mais de quelle époque? C'est ça qui est difficile à dire. Ils n'ont pas été datés, mais il y a des jolis dessins, il y a des moulins, on dirait qu'il y a des gens qui ont compté les jours. Ah oui. Voilà, il y a des croix, il y a des chevaliers, il y a pas mal de choses. Si bien que, oui, peut-être que des soldats sont s'ennuyaient, ou alors peut-être que ce niveau a été utilisé ultérieurement, pourquoi pas, pour y mettre des prisonniers. Alors on voit qu'il y a des jolis moulins. Alors, on va continuer. Là, typiquement, voilà, on a vraiment une sortie étroite. Oui.
Mais pour une arbalète, c'est... Voilà, pour une arbalète, là, c'était pas possible. Donc, effectivement, on est plus sur des archères. Alors, les arcs des Français étaient moins grands que ceux des Anglais, les longbows. Donc, ceux qui ont décimé à Zincourt la chevalerie française. Et ceux-là sont tellement difficiles à bander qu'il fallait commencer le maniement très jeune. C'est enfants qui ont commencé ce maniement pour que la musculature se développe suffisamment pour pouvoir manier ces arcs. Donc, les archers français, eux, avaient des arcs plus petits. Alors attention à la marche. Et du coup, on va essayer d'explorer le niveau supérieur. Voilà, avec un peu de lumière. Alors, là, d'entrée, on peut observer une magnifique porte de prison. Là, effectivement, peut-être, encore une fois, que ce niveau a été utilisé comme prison, parce que là... Les gens étaient en place. Exactement, parce que là, on enferme quelqu'un. Si c'était pour s'enfermer soi-même, les verrous seraient de l'autre côté. Donc là, effectivement, c'était plus pour enfermer quelqu'un. Alors, là on a un vrai niveau. Un nouvel stage. Alors en revanche, tout à l'heure, oui. Construite à la même époque ou est-ce que ça a été surélevé au fur et à mesure alors il faut bien comprendre du temps qui passe? qu'une construction telle que celle-ci, ça ne se construit pas en 2 mois. Oui. Il faut des années pour monter un donjon comme celui-ci. Donc bien sûr, ça se fait avec le temps. Automatiquement, c'est pas si rapide que de nos jours. Alors là, on a un vrai niveau. Alors, et d'ailleurs, au niveau inférieur, on était plutôt dans un couloir annulaire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pardon? Qu'est-ce que ça vous inspire le couloir de garde? Finalement, on a réussi à déterminer qu'on était dans un couloir de garde. Il y a des archères, c'est uniquement on l'a réservé aux soldats. Point d'observation, poste de tir. Oui. Mais c'est étrange que ce fût juste un anneau comme ça. Entre les deux? Exactement. On était dans le dôme. Alors à la fois dans le dôme et à la fois dans la muraille. Et là c'est un coup de génie, puisqu'on sait que le dôme participe très activement à la solidité de l'édifice. Et là, le dôme il est évidé. Du coup, il conserve sa solidité, mais il est allégé. Et en plus, on a un gain de place très très intéressant pour faire ce fameux couloir de garde. D'ailleurs, on observe qu'on a à nouveau un autre. Avec une clé de voûte assez étrange. Une clé de voûte en forme de puits. C'est marrant. C'est comme si ça avait été rebouché. C'est assez intriguant. Alors, dans cette pièce, assez rapidement, on se dit qu'il y a quand même eu des modifications. Là, on n'est pas dans un style du XIIe siècle. Des grandes ouvertures, les grands arcs brisés comme ça. Les grandes ouvertures sur l'extérieur, ça, pour la défense, c'est pas terrible. Voilà, les grands arcs comme ça. D'ailleurs, on voit beaucoup de traces de raccords au niveau des enduits. Ça, c'est intéressant, puisque le restaurateur, l'architecte en chef, Jean Trouvelot, je l'avais dit tout à l'heure, a eu le génie de laisser des marques. Alors, c'est intéressant, les marques d'enduit. C'est un poison pour les maçons, mais pour nous, c'est très intéressant, parce qu'on peut observer les modifications. Ou au moins essayer d'imaginer ce que fut ce niveau à l'origine du XIIe siècle. Donc certainement des ouvertures plus petites, sur l'extérieur, voilà, des choses comme ceci, voilà, plus étroites, là, ils sont un peu plus conformes. Si on est en hauteur, en fait, plus besoin de faire des choses défensives, en fait, on agite. Alors, La défense, elle est plus bas. aller plus bas, mais on va peut-être trouver d'autres éléments défensifs. Oui, non, je dis que là, c'est des fenêtres qui sont grandes, larges, pour faire rentrer de la lumière, des choses. Alors, effectivement, mais au XIIe siècle,
je ne suis pas sûr qu'il y ait une nécessité de faire rentrer la lumière beaucoup. C'était surtout, alors déjà on était habitué aux ultratraçons, c'est surtout qu'on se protégeait du froid. Si on avait des grandes ouvertures comme ça, alors déjà c'était quand même dangereux d'avoir des grandes ouvertures. Donc là c'est un peu plus tard, c'est un peu plus au XVe siècle, là on commence... Oui, je n'ai pas dit que c'est à l'origine, parce qu'il a été construit à plusieurs fois. Alors, voilà, XIIe siècle, et après, modifié certainement, pour beaucoup d'éléments, modifié au XVe siècle. Certainement, donc, par Dunois ou ses descendants. Alors du coup, il y a peut-être cet élément, quelqu'un a été intrigué par ce lieu. Donc je vous invite, vous pouvez aller voir, hein, c'est fait pour, vous pouvez aller visiter. Allez-y, n'hésitez pas. Je dirais bien là d'abord. Trace d'une cheminée qui était intégrée dans la muraille. Et le donjon est de quelques décennies plus jeune que celui-ci. Donc on peut tout... C'est chauffé avec des brasseros quand même. Il devait y avoir du bois, du feu, et puis on se chauffait. Bah, alors à cette époque-là, en fait... C'est de froid quand même. Aussi, il y avait des brasseros, il y avait avec des braises. Alors l'hypothèse du brasero... Alors l'hypothèse du brasero, elle est communément évoquée. Moi, elle me gêne beaucoup. Elle me gêne beaucoup parce que d'une part, on aurait fait cuire la voûte et elle se serait écroulée depuis très longtemps. En plus, on aurait fait cuire l'autre voûte. C'est de la terre à l'intérieur. Donc on aurait fait cuire l'autre voûte, elle se serait écroulée également. En plus, le troisième élément, c'est qu'un brasero ici, ah bah c'est génial, comme ça on prend toute la fumée. Bah, d'un autre côté, ça évite à l'ennemi de nous enfumer déjà. Donc non, bien sûr, on faisait dans ces donjons-là, comme le disait Fred Val, qui a quasiment un demi-siècle, qui est antérieur quasiment d'un demi-siècle, ça a été daté comme ça à peu près. Donc lui, il avait une cheminée. Donc celui-ci avait certainement une cheminée. Au XIIe siècle, il y avait quand même... c'était bien plus évolué qu'on peut le croire. Est-ce qu'à l'époque, il y avait la voûte en pierre au XIIe? Parce que s'il y avait une voûte en bois, enfin une charpente en bois, ça aurait pu être plus facile de faire cuire le repas et de manger chaud. Absolument. Absolument. Alors après, effectivement, on n'a pas de documents, on n'a pas de plan de l'époque, donc on peut juste émettre des hypothèses. Oui, bien sûr. Donc pourquoi pas. Alors après, je n'affirme rien. Mais je trouve ça assez intéressant. D'observer ces marques. Là, éventuellement, il y aurait eu la place. Donc, je n'affirme pas qu'il y avait une cheminée ici. Hein. Mais c'est très intéressant, l'étude des autres donjons. En fait, il n'y a que ça qui peut nous permettre de poser des hypothèses sur l'état initial. Parce qu'un donjon, c'était la dernière place forte quand on attaquait le château. Donc, il fallait y vivre. Donc, il fallait y manger. Donc, il fallait... Et on mangeait cuit, on ne mangeait pas cru. Alors, absolument. Pas la peine de mettre dans le cellier de la nourriture si on pouvait absolument. Pas c'est pour ça qu'une cheminée était bien pratique et c'est pour ça qu'il y en avait donc, à l'époque dans les donjons. Ensuite, alors, c'est aussi le dernier refuge. Hein. C'est pour ça qu'il y a ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on a voilà, toutes les installations sanitaires. Il y avait l'eau, il y avait le cellier en bas pour avoir la nourriture. On pouvait y aller facilement et remonter la nourriture, mais il fallait bien la manger, cette nourriture. Exactement. Alors après, il faut voir que c'est le dernier refuge. Tout à l'heure, je parlais qu'il y avait toute une forteresse autour. Donc c'est le dernier refuge éventuel du Seigneur à cette époque-là. Donc on n'y vit pas à longueur d'année dans le donjon. Là, on est quand même sur une tour fondamentalement militaire. Donc là, c'est plus des soldats qui sont là. Éventuellement, pourquoi pas, si le siège dure trop longtemps et la forteresse tombe, pourquoi pas, ça peut être le dernier refuge du Seigneur. Mais fondamentalement, la fonction ici du donjon, elle est militaire. Il faut bien imaginer qu'il y a beaucoup d'autres moyens de défense avancés. Des escarpes, des contre-escarpes. En fait, il faut stopper l'ennemi le plus loin possible. L'avantage du poste d'observation ici, c'est qu'on est donc à 60 mètres au-dessus du Loir. On voit arriver les ennemis qui viennent par la rivière, qui viennent par la plaine. On les voit arriver de très très loin.
Ce qui fait qu'on a le temps de se préparer et de protéger les murailles avancées. Donc là, on est vraiment dans le dernier recours, mais fondamentalement, ça ne devait pas être au XIIe siècle un donjon dans lequel on vivait. Éventuellement, un dernier refuge, pour le seigneur, oui, mais plutôt une tour militaire. Alors, je vous propose maintenant d'explorer les niveaux supérieurs. Oui, alors là, ce qui va être intéressant, c'est que plus on va monter, plus les escaliers vont se rétrécir. Alors pourquoi? Parce que les escaliers sont dans la muraille. Et comme la muraille s'affine, les escaliers s'affinent également. Si bien qu'au passage, cet escalier dans la muraille, il est invisible de l'extérieur. L'ennemi ne peut pas savoir où est l'escalier. Ce qui fait que ça rend sa tâche beaucoup plus difficile. Parce que l'ennemi, lui, il aime bien détruire la moyenne de communication entre les niveaux. Mais là, comme il ne sait pas où est l'escalier, il aura beaucoup plus de mal à le détruire. Ah. Donc là, attention à nouveau aux marches. Alors là, on s'en doutait un peu. On arrive à nouveau dans un couloir de garde avec les mêmes éléments défensifs que dans la voûte inférieure. Donc les archères, d'autres ont été rebouchés en partie basse. Hein. Et on trouve un seul élément nouveau, c'est ce renfoncement en face de chaque archère. C'est bien que on pouvait soit stocker des flèches, soit éventuellement s'asseoir. Et un autre élément ici, mais là c'est l'absence d'un autre élément, c'est qu'il n'y a pas de graffiti à ce niveau. Et là on voit bien que les archères ont été rebouchées. Voilà, en partie basse, voilà, ça a été rebouché. Voilà, c'est assez net. Hein, voilà. Quand la tour n'avait plus sa fonction défensive, voilà, on a rebouché. Alors je vous propose de ne pas nous éterniser à ce niveau, vu qu'on a vu comment c'était. Hein. Là, on voit juste qu'on avait donc, une salle de garde et un couloir de ronde inférieur, un couloir de ronde supérieur. Donc on est encore sur des éléments défensifs. Hein. Donc attention à la marche au niveau. Et là, on va tomber sur une merveille de charpente. Donc, on a dit que c'était Dunois, donc Jean d'Orléans, Jean Bâtard d'Orléans, qui avait fait construire le toit. Donc, y compris cette charpente, donc du XVe siècle. Et on va essayer... Avant, en fait, la tour s'arrêtait. Alors, effectivement, là, on observe que notre escalier s'arrête ici. Alors, on va essayer d'imaginer ce qu'il y avait avant le XVe siècle. On doit certainement avoir des éléments qui peuvent nous aider à émettre des hypothèses. Alors, les poutres sont dans un superbe état. Alors, tout à l'heure, je disais que Jean Trouvelot avait fait une restauration technique. Alors, dans le donjon, il a fait peu de choses. Il n'y avait pas de nécessité. Et en revanche, on voit qu'il y a des parties, des poutres qui sont plus foncées. Donc ça a été changé, ça a été restauré. Voilà. On voit qu'il y a très très peu de parties. Voilà, il y a deux bouts ici et là une poutre. Donc, ce qui veut dire que tout le reste, c'est date du XVe siècle. Et ici, on retrouve le cheminée. Et en revanche, là on trouve une cheminée. C'est très intéressant, on a une cheminée, mais assez rapidement on voit que celle-ci ne date pas du XIIe. Hein. Elle est plus récente. Voilà, c'est plus récent. On voit que voilà, on n'a pas de calcaire dur ici. Voilà, la pierre de Pontijoux, le calcaire de Beauce,
donc qui est extrêmement solide. C'est ça qu'on utilisait, hein, qu'on a utilisé dans tout le donjon. Là, on voit que c'est une pierre semi-tendre, de type tuffeau, et on voit que les ornements ne sont pas du tout du XIIe siècle. Donc en l'occurrence, on est plus sur du XVe siècle, là. Si bien il se peut qu'au XIIe siècle, si il y avait un dernier refuge du Seigneur, dans ces cas-là, c'était plus ici. Oui, je devais faire froid, hein, parce qu'avant, Ah oui, cependant, là on a dit que c'était du XVe siècle, cette charpente. Alors qu'est-ce qu'il y avait avant? Ah, c'est ça. Alors déjà pour finir sur le 15e, on peut imaginer que là, bon, là on a un mur en torchis. Une torchis à l'intérieur, donc c'est paille et terre, donc c'est typiquement isolant. On voit qu'il y avait une cheminée. Résultat, si c'était à ciel ouvert, aucun intérêt d'avoir une cheminée. Il y avait certainement un plafond au-dessus des ouvertures, de manière à conserver la chaleur. Du coup... Un plafond, mais il n'y a pas d'ouverture pour mettre les... Ah, bah, on va peut-être aller voir de l'autre côté, ça fait moi, peut-être vous cherchez des éléments. Voilà, il y en a peut-être de l'autre côté, on va regarder. Peut-être, hein. Ah, attention à la marche. Ah, alors là c'est peut-être assez intéressant. À ce niveau-là, on voit des marques quand même. Hein. Hop, qui font. Oui. Voilà, on voit des marques. Et là, ça peut être, pourquoi pas, l'indication d'un plafond, ça correspond. Donc ça pourrait. Et en revanche, on voit d'autres trous intéressants, des trous de boulin, là, à ce niveau-là, donc plus haut, qui ont l'air d'être concentriques. Et là, on pouvait y insérer des poutres, qu'elles allaient toutes vers le centre. Et ce qui est intéressant, c'est d'extérieur, on voit au même niveau des évacuations tout autour du donjon, des évacuations d'eau. Alors là, du coup, ça peut nous donner une indication sur ce qu'il y avait au XIIe siècle. Un toit. Ah, un toit ou alors une plateforme. Une plateforme, parce que si on imagine le donjon finalement sans son toit, ça correspond un petit peu à l'imagerie qu'on a des donjons. Juste les créneaux. Donc on avait peut-être une plateforme qui permettait de stocker des pierres notamment. C'est intéressant. Du coup là, on est à 60 mètres au-dessus de l'ennemi. Alors là, on peut lancer des cailloux. Là, c'est efficace. Ça tombe bien. Et puis ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Du coup, si on est en dessous, ouais, même si on est matinal, ça fait mal. Hein. C'est sûr. Donc, pourquoi pas une plateforme à ce niveau-là. Alors après, ce qu'il y a, c'est qu'il fallait que ce soit étanche, principalement. Parce qu'on a vu que le dôme a résisté. Hein. Or, c'est de la terre et des cailloux. Si ce n'était pas étanche, le dôme n'aurait pas tenu aussi longtemps. Du coup, il fallait que cette plateforme soit absolument étanche. Mais comme on avait ramené des techniques, du coup, des croisades, bon, on ne peut pas affirmer comment elle a été conçue, cette plateforme, mais il pouvait y avoir tout à fait des poutres et un dallage. Pourquoi pas un dallage en gradin concentrique? Pourquoi pas? Et comme on savait faire des mortiers étanches, pourquoi pas? Il aurait été jointé comme ça. Alors, ça n'est qu'une hypothèse, mais cependant, ça aurait eu du poids. Ça aurait eu du poids, notamment au centre. Mais l'étude d'autres donjons donc qui sont à proximité, commandés par le même Thibaut V, construits par la même école d'architecture, ben, il y en a un, Marche Noire, à peine une trentaine de kilomètres d'ici, et lui comportait un pilier central. C'est intéressant. Parce que là, du coup, en tout cas celui de Marche Noire, là on pouvait faire tenir une plateforme grâce à un pilier central. Le pilier central qui aurait tenu la plateforme, il se serait appuyé sur la voûte qui est derrière, qui est dessous. Eh oui, mais sauf qu'il y a un trou. Alors qu'il aurait continué, le pilier central. C'est ce qu'il y avait à Marche Noire. Ah d'accord. Parce que sinon, une plateforme, à part par lévitation, ça j'y crois pas trop, de prière, mais sinon elle ne peut pas tenir. C'est pas possible. Il faut quelque chose. Alors, ça n'est qu'une hypothèse, bien sûr, mais pourquoi pas? Vu que d'autres donjons en avaient, pourquoi pas? Ah, après c'est ça, c'est l'observation de justement ces éléments étranges au milieu des voûtes. Cette clé de voûte, l'absence de cette clé de voûte en forme de puits. Alors, ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Alors, je connais un dôme. La pointe ici, elle est très solide.
pour mettre du poids dessus, parce que le poids est réparti sur le paroi. Donc forcément, s'il y a une colonne au milieu, elle se repose sur au niveau de... Oui, mais c'est quand même dangereux quand même. Non, il n'y a pas que tout le poids qui se repose, parce que ça, c'est pas lourd comme la pierre. Hein. Ah, il n'y avait pas la charpente à l'époque, hein. Attention, hein. La charpente c'est 15e siècle. Hein. Là, je parlais du 12e siècle. Je parlais du 12e siècle. Oui, il y avait rien, c'était pas fermé. Et ça, ça a été remonté pour faire ça. On voyait le niveau de... Ah ben là, on est là typiquement en roman. Hein. Ça, c'est pas ancien. Ah, a priori, c'est d'origine. Là, on est typiquement sur plein cintre. Hein. Plein cintre, des fenêtres géminées. Donc là, typiquement, on est plutôt 12e siècle. Ça a été rajouté, en fait. Pas d'origine. Mais là, ici, par exemple, il y a un truc qui a été fermé. Oui, alors c'est pour ça que dans le cellier, je disais, on ne va pas se laisser abuser par les apparences. Il y a des lieux qui ont été modifiés, normal, en 8 siècles. Hein. Il y a des lieux qui ont été modifiés. Alors, de toute façon, il fallait y accéder à cet endroit. Et on voit que notre escalier, là, il se termine là. Malheureusement, il était bien utile. Mais, une hypothèse, là, ici. Mais on va aller voir. Je sais pas, franchement, je sais pas. J'ai jamais regardé. Oh. On va Un regarder. manque de curiosité extraordinaire. Je suis pas assez curieux. On va regarder ce qu'on a. Oh, Mon Dieu. c'est magnifique. Petit escalier. Alors, on a un petit escalier, alors très mignon, très étroit, hein. 50 cm de large, les marches. Alors du coup, on voit que dans notre trou d'homme qui faisait lui 66 cm de diamètre, là c'est encore plus étroit. On a 50 cm voilà, de large. Alors malheureusement, nous n'aurons pas le droit de l'emprunter, juste pour des raisons de sécurité et de règlement. 50 cm, une issue de secours, il faut que ça fasse 90 cm. Là, ça ne fait que 50, donc nous n'aurons pas le droit D'autant d'y aller. plus que nos soldats au Moyen-Âge, s'ils étaient armés, ils devaient être encore plus larges. Ah oui, Parce qu'ils ils étaient protégés par des et oui, c'est une bonne observation. cuir, etc. Donc, Ah. où ils étaient tous maigrichons, plus leur cuirasse. Eh ou oui, c'est alors une- ils passaient pas. Alors, c'est une bonne observation. On peut imaginer déjà qu'ils étaient certainement moins grands et moins larges, pourquoi pas. Et en plus, du coup, pour monter là, ils n'avaient pas d'armure. Du coup, Oui, là, mais on a c'était plus affaire dangereux. à des soldats, en fait. Hein. C'était dangereux de se mettre sans armure. Oui, mais l'armure, ça Y a coûte pas besoin extrêmement d'armure. cher. C'est pas pour les soldats, les armures. Non, mais que Les je armures, dis- c'est pour les quand chevaliers, c'est pour les je- princes. Quand je dis armure, je devrais dire cuirasse, c'est-à-dire le blouson en cuir, hein, Alors, qui devait être voilà. bien molletonné. Mais en tout cas, bien- bien rond. pas d'armure. Là, c'est plus des soldats qui montaient en haut, hein, puisque ça coûte très très cher une armure. Une armure, c'est l'équivalent, c'est donné comme un an de solde. Oui, bien sûr. Donc Pas c'est de vraiment fer. réservé Pas aux de fer, chevaliers, pas de aux fer, princes. mais du cuir. Voilà. Du cuir. Après, voilà, peut-être des protections de base, mais effectivement, il n'en fallait pas beaucoup pour pouvoir passer dans ce petit escalier. Minuscule. Voilà. hein, Que tout le monde a c'est vu. minuscule. Il y a au-dessus. Là, Eh bien alors, cet escalier, des- il monte. Il monte au niveau du chemin de ronde, donc au niveau des créneaux. D'accord, ah oui, ok, d'accord. Donc si on imagine qu'il y avait une plateforme à l'origine, c'était par cet escalier qu'on pouvait accéder à la plateforme. Encore une fois, c'est une hypothèse, mais il fallait bien quelque chose pour couvrir, hein, automatiquement. Il fallait rendre étanche le niveau. Bon, après, ça n'empêche pas qu'il y a pu aussi avoir un petit comble au centre. Bon, en même temps, ça rajoutait du poids. Donc il fallait bien que ça tienne quand même tout ça. Et excusez-moi, pourquoi je suis étonné qu'il n'y ait pas une échelle ici, comme c'est étroit. Et même pour aller au sous-sol, il y avait une corde et pas une échelle. Pourquoi ils n'en faisaient pas dans ce donjon? Pourquoi il n'y a pas de corde et d'échelle ici? Bah, du coup, si on regarde bien, à partir de la première entrée, c'est-à-dire à 10 mètres de haut, on n'a que des escaliers en pierre. Oui, c'est bien ce que je remarque. Oui. Et Ça m'étonne que pour par exemple des endroits aussi étroits, ils ne mettent pas une échelle au lieu d'un escalier en pierre. apparemment, ils ont fait du durable, hein, plutôt. Plutôt du durable.
Donc là, normalement, la tour, elle n'est pas censée être prise. Hein. C'est quand même, si on regarde bien, il y a quand même tous les organes pour la défendre correctement. Et puis il fallait tenir 40 jours. Au bout de 40 jours, Alors, service militaire, plus personne n'était là, tout le monde s'en allait, et le seigneur qui était dans son donjon avait gagné. oui, alors après, il y avait des roulements, hein, bien sûr. Mais les sièges pouvaient durer très très longtemps. Ça pouvait durer plus d'un an, un siège. Ça dure très longtemps, les sièges. Mais Hein. pas au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le service armé, c'était 40 jours. Ah oui, le service armé, mais il n'y a pas... Donc là, tout le contingent n'est pas appelé au même moment, c'est le principe. Pas au même moment, mais Et si on appelle tout le monde au même moment, là du coup, effectivement, on n'aura plus personne. Non, non, il y avait quand même une organisation, non, ils étaient quand même plus malins que ça. Non, non, bien sûr, il y a un roulement, après il y a des délégués qui sont chargés des comptes, hein, qui sont chargés de faire appel à leurs troupes, bien sûr. Pour descendre, on peut s'arrêter 2 minutes au niveau de la maquette, parce que la maquette est beaucoup plus parlante finalement une fois qu'on a visité le donjon. Là c'est intéressant, on avait une barre énorme. Donc là le trou fait, ça fait au moins 2,50 m. Hein. Et là on avait une barre énorme qui était dans le mur et qu'on sortait pour protéger, voilà, une sécurité supplémentaire pour protéger la porte. Ah oui. Et là ça, on va vite traverser parce qu'il y a une odeur de décomposition. Ici, c'est un endroit stratégique parce que comme on n'est pas à côté de la Loire, on n'est pas proche de... Ah, on est proche du Loir. Et c'est pour ça que je remontais jusqu'au Xe siècle, puisque peu de temps auparavant, c'était les invasions normandes. Et les Normands arrivaient par le cours d'eau. Et les Romains, eux, arrivaient par les plaines. En fait, c'est un endroit extrêmement stratégique. Mais il y avait des postes avancés. Ok. C'est pour ça qu'il y a toujours une forteresse ici. Alors je ferme, c'est pour l'odeur. Alors, effectivement, là, notre maquette va être beaucoup plus parlante. Alors, on retrouve bien notre charpente à 5 enrayures. Voilà, c'est une charpente à enrayures. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, même si elle est toute petite. Voilà. Ça fait 18 mètres de haut. Voilà, notre charpente à 5 enrayures. Nos escaliers, alors, effectivement, qui sont dans la muraille et qui sont invisibles de l'extérieur. L'ennemi ne peut pas savoir où ils sont. Donc, du coup, pour l'artillerie, il faut tirer au pif. Donc là, ils sont bien cachés, c'était assez ingénieux. On retrouve nos chemins de ronde, voilà, qui sont à la fois donc, dans le dôme et à la fois dans la muraille, voilà, qui allège. On retrouve notre puits, on retrouve notre trou d'homme. Voilà, juste ici, nos évacuations sanitaires à tous les niveaux, donc y compris au niveau supérieur, au dernier niveau que nous avons visité, donc encore visible actuellement. La maquette est très fidèle. Et qu'est-ce qu'on peut observer On peut observer que la personne qui a fait la maquette n'a pas fait figurer les clés de voûte. Étrangement. Étrangement, il n'y a pas de clé de voûte. Donc, est-ce que vous avez des observations, des questions sur cette visite ou sur le reste du château? Du coup, ici, on est dans quelle salle? Alors ici, on est au premier niveau de la Sainte-Chapelle. Donc de... Ah Eh bien, nous, on est ici. Voilà. On est à peu près ici. Voilà, maintenant la Sainte-Chapelle, voilà.
Et là. Mais à l'origine, certainement, voilà, il y avait une passerelle, voilà, qui menait à un autre bâtiment. Et certainement des fossés, et encore une fois des organes défensifs. Le principe, il est là, c'est de combattre l'ennemi le plus loin possible, ne pas le laisser arriver. Ne pas le laisser arriver. Après, il y a des calculs avec l'artillerie, puisque finalement, quand il y a des brèches qui sont pratiquées, le travail des défenseurs, c'est de colmater les brèches. Après, il y a un calcul de colmater les brèches où il sera très long de pouvoir les colmater. Après c'est ça, hein, les sièges. Hein. C'est où faire des brèches de manière à ce que les défenseurs n'aient pas le temps de les colmater et donc de pouvoir faire des brèches ailleurs, etc. Donc c'est pour ça qu'il y avait des organes défensifs avancés. Donc pour l'anecdote, donc ici on est au premier niveau donc de la Sainte-Chapelle de Dunois, qui communique avec les logis princiers. Effectivement, on a dit que Jean Bâtard d'Orléans était devenu prince. Donc, il fallait qu'il loge sa cour. Donc, on peut loger une cinquantaine de personnes dans ces logis. Et donc ce niveau était plutôt réservé à la famille éloignée ou plutôt la cour. Le niveau inférieur, où il y a tout le statuaire qui représente donc les saints que vénérait la famille de Dunois, était plutôt réservé à lui-même et sa famille proche. Il y avait de surcroît la crypte. La crypte qui se situe effectivement sous cette Sainte-Chapelle, où reposait son cœur et une partie de ceux de sa famille, donc de Dunois. Crypte qui a été profanée à la Révolution française. Les sarcophages et les urnes qui contenaient les cœurs ont été vidés, les restes ont été éparpillés au cimetière certainement, et le plomb desquels étaient constitués les urnes et les sarcophages a été fondu pour faire donc des projectiles. Ça, c'est à la Révolution. D'ailleurs, Dunois n'avait fait enterrer que son cœur. Ici, son corps était enterré à Cléry-Saint-André. Et pour l'anecdote, le roi Louis XI s'est fait enterrer dans la même chapelle, identiquement à Charles VI, qui s'était fait enterrer à côté de la sépulture de Duguesclin, dans la basilique de Saint-Denis. Voilà. Des rois qui se font enterrer à côté des plus valeureux chevaliers de l'époque. Donc, des questions, des observations? J'imagine qu'ici c'était bien décoré. Absolument, absolument, richement décoré. Tout le rez-de-chaussée de la Sainte-Chapelle, beaucoup de peintures, les statues étaient peintes, voilà, beaucoup de décorations. On était passé d'un domaine, du domaine d'un comte, donc des comtes de Blois au Xe siècle, à un domaine princier au XVe siècle. Ce qui explique... Princier, il était quand même bâtard, non? Oui. Parce que vous dites le duc d'Orléans, mais il était quand même bâtard. Exactement. Mais son frère étant en Angleterre, non, c'est ça? Ou je me trompe? Oui, vous étiez là lors de mon introduction? Parce que j'avais expliqué un petit peu tout ça, oui. Qu'il a libéré tout le royaume et son frère à la suite. Donc du coup, il est grand chambellan de France. Mais il devait quand même avoir une cour, oui, bien sûr. Exactement. Vu que le roi, comme je vous disais, lui donne un morceau de la croix du Christ et le duché de Longueville, effectivement, il naît bâtard, mais il a tous les honneurs d'un prince à la suite de ça. C'est un des libérateurs principaux donc, de l'époque. Je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu le temps, à aller découvrir les cuisines qui sont absolument somptueuses. Alors là, c'est génial, avec les cheminées monumentales, donc différentes cuisines
Parce qu'effectivement, dans des cuisines princières ou royales, il fallait des cuisines pour chaque aliment. Une cuisine pour faire rôtir les viandes, une cuisine pour les poissons, une cuisine pour les volailles. Donc ça, c'est absolument somptueux. Et comme ça, vous pourrez observer également les petites pièces annexes qui ont été transformées en cachots à la suite. Pareil pour le tribunal, la salle de justice qui a été transformée en tribunal révolutionnaire. Mais ils étaient bien loués puisqu'ils étaient juste à côté des cuisines. Exactement. Voilà, et on se doute bien qu'au XVe siècle, effectivement, on n'aurait pas mis des cachots tout près des cuisines, bien sûr. Donc ça a été fait ultérieurement. Ce qui permet de voir, voilà, d'essayer de comprendre les évolutions, un petit peu identiquement que le donjon, voilà, d'essayer de ne pas se laisser abuser, de ne pas se dire, voilà, un élément a eu une seule fonction au cours du temps, mais voilà, il y a des lieux qui ont été transformés, et toujours, bah, c'est toujours intéressant d'observer les enduits, les pierres. D'ailleurs, on observe aussi ici, alors pareil, comme je vous ai expliqué sur la charpente, il y a du bois qui est plus foncé. Voilà, du bois qui est plus foncé, donc automatiquement, on se doute qu'il a été restauré. Après, pour la toiture du donjon, alors là, elle a été refaite certainement plusieurs fois, puisque une toiture en ardoise, ben, là, automatiquement, il faut la refaire régulièrement, même si c'est entretenu. Voilà, 100, 150 ans, je ne pourrais pas être plus précis que ça, mais elle a été refaite de nombreuses fois, pas uniquement au XXe. Ça donne accès au clocher. Accès au clocher. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Il y a aussi les salles de tapisserie, bien sûr, à ne pas manquer. Donc là, des pièces immenses, 300 mètres carrés par pièce. Oui, parce qu'il y avait une tradition aussi du château qui date de la Seconde Guerre mondiale. Le château a servi de garde-tapisserie. Il a renfermé une grande partie des tapisseries françaises. Vu que j'ai dit qu'il a été acheté par l'État en 1938. Et là a commencé la grande restauration menée par Jean Prouvelot. Et le château a servi à conserver une grande partie des tapisseries qui ont été à la suite redistribuées aux autres châteaux appartenant aux monuments nationaux. Donc, redistribuées judicieusement en fonction de leur histoire, en fonction de leur place. Mais en revanche, il a été gardé cette tradition donc des tapisseries au château, ce qui explique que ces deux collections, donc du XVIe et XVIIe siècle, qui sont présentées donc à Châteaudun, qui ont été restaurées, donc collection d'État qui a été restaurée dans le détail. Donc c'est un point très important à observer. Le jardin suspendu aussi, auquel on accède par les cuisines aussi, qui est très intéressant. Et les escaliers, bien sûr, qui sont des chefs-d'œuvre à tout seul. Merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de visite. Ok, il reste plus. On ne pourrait pas, enfin, je fais la question. Dites-moi tout. Enfin, pourquoi, je me doute pourquoi, mais alors, pourquoi il n'y a pas une collecte qui est organisée, enfin un truc alors, c'est vrai pour meubler un peu. Alors, c'est pas évident. Alors, il y a quelques meubles, mais finalement, il y a très peu de châteaux de la Loire qui sont meublés. Alors, il y en a un, il y a le château de Talcy. Alors, Talcy qui appartient au monument historique, lui qui a été acheté en 1933, et lui, il est meublé par les meubles que possédaient les derniers propriétaires. Ouais. Et voilà, c'est vraiment un des seuls châteaux de la Loire à être meublé d'origine. Donc ça, c'est valable. Mais la plupart du temps, ça nous montre le mode de vie itinérant des nobles et des princes. Voilà, ils se déplaçaient toujours avec leurs meubles, leurs tapisseries, tout le nécessaire et toute la cour. C'est pour ça que autant de châteaux sont vides, automatiquement. Ok. Puis il y a celle sur les grandes pièces, alors effectivement, ça serait intéressant, je suis d'accord avec vous, d'avoir des jeunes meubles.
déplaçait pas. Voilà tout le temps mobilier d'ailleurs. Il n'y avait pas tant de meubles que ça, c'était surtout des coffres. Pourquoi il y a des coffres dans la grande salle de tapisserie? Ils se déplaçaient avec leur tapisserie, c'est énorme, hein, de se déplacer avec tout ça. Vous avez des coffres, effectivement, mais les Romains, c'était pas tout à fait comme ça aussi. Parce que certainement, il y a très très peu de chapelets, parce qu'il y avait certainement très très peu à l'époque également. Savez-vous comment